Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Joumard. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du pôle Home Automation chez Somfy. Première question, ça veut dire quoi être directeur du pôle Home Automation? Eh ben, ça consiste en fait à piloter toute la partie création de l'offre. Donc de l'offre connectique, l'offre domotique ou connectée. Donc au quotidien, c'est travailler avec les équipes de marketing, avec évidemment les R&D et tous les ingénieurs, avec la qualité, avec toutes les équipes qui sont mises en œuvre pour créer les meilleurs produits et répondre aux besoins de nos clients. Est-ce que vous pourriez faire un petit historique de Somfy? Alors peut-être pas tout l'historique, mais en bref, ça donne quoi? Alors Somfy, c'est en fait une entreprise de la vallée de Chamonix qui est née en 1969 et qui a inventé son propre marché, qui est la motorisation des stores et des volets roulants au départ. Quand vous dites qu'il a inventé son propre marché, c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez inventé? C'était vraiment, ça n'existait pas et des gens ont décidé les créateurs, que c'était une bonne idée que de motoriser des stores. Et partant de là, ils ont créé ce marché-là. Et évidemment, l'entreprise s'est développée, est devenue le leader mondial de tout ce qui est automatisme pour la maison. Donc aujourd'hui, c'est une belle ETI familiale de 1 milliard d'euros, 8400 employés, avec plus de 12 millions de moteurs qui sont fabriqués chaque année. Donc une belle entreprise qui se porte bien et qui est encore en croissance. Alors justement, Somfy en chiffres, vous y avez partiellement répondu, mais ça donne quoi en chiffres? C'est une entreprise qui a plus de 60% de part de marché sur la plupart de ses applications, qui a une croissance de près de 10% par an. Et qui surtout est maintenant en train de conquérir des nouveaux marchés dans des nouveaux pays. Vous êtes coté? On est coté. Ouais. Et votre chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires, c'est 1 milliard d'euros. Enfin, on vient de passer la barre des 1 milliard d'euros. Donc ça cartonne et ça monte en flèche. Oui, ça marche bien. Vous êtes présent dans combien de pays? On est distribué dans plus de 60 pays. Notre cœur de business reste l'Europe. Mais comme je le disais tout à l'heure, on cherche à se développer aussi dans des pays un peu plus émergents ou émergés. Déjà, en tout cas des économies plus dynamiques. On va chercher la croissance dans ces pays-là, notamment la Chine, évidemment, le Brésil. On est aussi implanté aux États-Unis assez fortement. Donc voilà, on a une base maintenant qui est réellement mondiale. Alors Somfy, c'est le leader mondial de la motorisation et de l'automatisation des ouvertures de l'habitat et des systèmes d'alarme. Finalement, les objets connectés, c'était la suite logique pour vous? C'était effectivement la suite logique. On est parti de la mécanique, on faisait des moteurs pour remplacer les fameuses manivelles. Et puis avec les technologies radio, dans la fin des années 80, on est passé à l'électromécanique. Et puis à la fin des années 2000, il y a eu une volonté de passer l'étape supérieure et de passer vers des équipements connectés. Et ça a été le début de l'aventure de la domotique connectée pour nous. Voilà, mais alors quelle est la différence entre la domotique traditionnelle et la domotique connectée? La domotique traditionnelle, c'est celle que vous avez dans les films de Tati, qui est avec des fils qui sont tirés dans la maison et qui n'est pas capable de vivre avec son habitant. La domotique connectée, en fait, elle va utiliser toutes les technologies modernes d'Internet et de radio pour finalement proposer une nouvelle version de domotique, plus accessible, plus intuitive, qui s'appuie sur ce qu'on a tous dans la poche, qui est notre smartphone, et qui permet d'instaurer un nouveau type de dialogue avec sa maison. Et le premier système connecté, donc vous le disiez, c'était? C'était le Taoma, ouais. Qu'on a lancé début 2010 en France, puis après dans d'autres pays en Europe. Il marche bien? Ça marche plutôt bien. Alors justement, c'est quoi la box Taoma? Alors Taoma Box, Box Taoma? La box Taoma, ou en tout cas la solution Taoma, on va appeler ça comme ça, parce qu'en fait, ça consiste effectivement déjà, on a un certain nombre d'applicatifs qu'on a tous dans sa maison, ou pas, mais enfin, en général, thermostat, des solutions pour gérer ses fenêtres, que ce soit des volets roulants ou des rideaux, enfin, etc. Des solutions d'accès, moteur de portail, etc. On va voir une petite vidéo, peut-être pendant que vous expliquez, comme ça on comprend bien comment ça marche. Voilà, donc il y a tous ces applicatifs qui sont dans la maison et la box Taoma vient en fait, est capable, elle, de dialoguer avec tous ces équipements, de remonter des informations sur le cloud, ce qui permet après à l'utilisateur, au travers de son smartphone ou au travers d'un PC ou au travers d'une tablette, de venir agir sur ces équipements, qu'ils soient chez lui ou en voyage. L'écran sert de télécommande en fait, voilà. Et tous les systèmes sont connectés les uns aux autres et on peut augmenter le chauffage en baissant les rideaux et en ouvrant le garage, quoi. Ou alors, on peut aussi, ça on peut le faire évidemment, mais on peut aussi dire à sa maison, apprendre à sa maison à le faire pour nous.
lui dire, ben voilà, moi le matin à 8 heures, je vais au travail, j'aimerais bien que ma maison se mette automatiquement dans un mode économique, avec les volets roulants fermés, avec l'alarme qui est en route, avec le thermostat qui est en mode éco, etc. Donc la maison peut apprendre, et l'utilisateur, l'habitant, peut apprendre à sa maison, finalement, son mode de vie. Donc c'est une manière de mieux dialoguer en tant qu'habitant avec sa maison. Donc petit récap, hein, donc Somfy propose des systèmes d'ouverture, volets roulants, etc., des éclairages, de la gestion d'énergie, chauffage, suivi conso, etc., des alarmes, des équipements d'alarme, des équipements terrasse et jardin, des portails. Finalement, votre ambition, c'est ni plus ni moins que d'inventer la maison du futur. Notre ambition, c'est de contribuer à rendre l'habitat plus confortable, plus sûr, plus sobre aussi, parce qu'on est persuadé que c'est des leviers qui sont importants pour la société de demain. Est-ce que ça le rend vraiment plus sûr? Deux questions comme ça. Évidemment, la data, on va y revenir après. Mais une autre question toute bête, on a le smartphone dans la poche, il n'est pas verrouillé, ça désactive l'alarme, ça ouvre le garage. Alors, on a évidemment mis des modes de sécurité qui permettent de protéger l'utilisateur contre ce type d'aléas. Qui sont plus des aléas que des utilisations frauduleuses. On a aussi une attention particulière à toute la partie sécurité. On fait régulièrement des audits. Enfin, on a vraiment mis en place, pour nous, c'est notre cœur de métier. On a une responsabilité quand quelqu'un nous confie sa maison, ou en tout cas, on installe ce type de système chez lui. Donc pour nous, c'est une vraie priorité et on y attache pas mal d'importance. Alors, on reviendra sur la data tout à l'heure. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette Taoma Box? Est-ce que c'est aux appartements, aux maisons, aux entreprises, aux particuliers? À qui Alors, elle est plutôt orientée pour de l'habitat résidentiel, donc pour des gens qui sont chez eux et pas donc pour des locaux professionnels. Par contre, sa particularité, c'est de savoir s'adapter à la maison. Ce n'est pas un système unique, mais en fait, chacun va construire sa maison. C'est un système qui est extrêmement ouvert, qui est extrêmement évolutif, parce que on peut avoir un enfant de plus, on peut changer de mode de vie. Donc, elle s'adapte à des appartements, évidemment à des maisons. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'elle est orientée neuf et rénovation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut venir installer a posteriori dans une maison. Elle s'appuie sur des technologies radio, on n'a pas besoin de tirer des fils. Et encore une fois, on va pouvoir le faire en un coup ou par étapes. Alors justement, c'est vous qui l'installez? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dur à installer si on l'installe soi-même? Alors, c'est pas dur à installer. C'est une solution qui est vendue dans des canaux directs, hein, donc avec des gens qui les installent eux-mêmes. On le fait depuis 2010, donc on a pas mal de retours et on voit que les gens sont capables de l'installer directement. C'est pas aussi simple qu'un meuble suédois, mais c'est... Bon, ça peut être plus simple qu'un meuble suédois. D'accord. Voilà. C'est comme une box de téléphone et Internet? En gros, c'est exactement comme ce que vous avez à faire pour installer Internet chez vous. Et aujourd'hui, c'est assez simple. Ça a été compliqué, mais aujourd'hui, vous avez un service après-vente d'appel ou de support. Voilà. Après, la particularité de Somfy, et ça c'est une vraie spécificité, c'est qu'on a un réseau de proximité. En France, on a plus de 700 installateurs experts. Donc, si vous souhaitez avoir un accompagnement par un professionnel, il y a aussi des solutions qui permettent de le faire. Alors, à quel prix est-ce qu'on la trouve, cette box? Alors, en fonction de là où on achète et aussi des options qu'on peut prendre, c'est une box qui est entre 350 et 500 euros. Donc, c'est pas forcément grand public. Comment est-ce que vous ciblez qui? On cible finalement tous les propriétaires, et quand on rapporte ça aux bénéfices, et notamment aux bénéfices financiers, parce qu'elle va permettre aussi de faire des économies d'énergie. Donc, elle est vite remboursée. Elle est assez vite remboursée. Ouais. Et on voit qu'elle trouve son public. Donc, elle doit être... Voilà, les gens sont prêts à mettre autant, vous trouvez un public. Alors, vos systèmes de domotique sont contrôlés via la box Taoma. On vient de le dire. Comment ça fonctionne concrètement, la technique? C'est des algorithmes, vous disiez ça part vers le cloud. Comment ça marche? Alors, la box, en fait, elle va discuter avec les équipements à travers ce qu'on appelle des protocoles radio. Donc, c'est un hub, donc une centralisation de tous ces protocoles radio. Elle va remonter tout ça sur le cloud. Et ensuite, sur le cloud, on peut soit installer, nous, des algorithmes qui permettent de rendre les choses intelligentes, mais surtout, on va permettre à l'utilisateur, on va lui simplifier la vie et lui simplifier la programmation. Donc pour lui, il ne voit pas des algorithmes, mais ce qu'il y a derrière, c'est des algorithmes qui vont lui permettre de mettre en place des automatismes très, très simples et surtout très utiles pour lui au quotidien dans sa maison. Combien de temps ça met? Alors vous l'avez dit, c'est sorti en 2010. Vous avez mis combien de temps à sortir un prototype pareil? Alors le prototype, je ne sais pas, mais je sais que l'idée est née en 2007. L'idée, le concept, mais vraiment c'était à l'époque, maintenant ça paraît un peu évident, mais à l'époque c'était quand même assez innovateur. À l'époque c'était assez innovant, et surtout les choix qui ont été faits à l'époque de dire que c'est une technologie cloud
alors que c'est le moment où l'iPhone sortait, hein, donc l'iPad n'existait pas. Ouais. Et le cloud, c'était encore... Et le cloud, on n'en parlait pas comme ça. Voilà. Le fait que ce soit radio, pour nous, c'était déjà naturel, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est automatique, qui était à l'époque automatique dans tous les équipements de la maison. Donc il y a eu des choix assez forts et qui sont aujourd'hui, qui seront avérés plutôt les bons, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Effectivement, et là, il nous a fallu 3 ans entre l'idée et le début de la commercialisation. Combien d'ingénieurs ont travaillé au développement ? Alors aujourd'hui, et évidemment, ce n'était pas le cas au début, mais aujourd'hui, on est une quarantaine, un peu plus de 40 personnes à travailler sur cette offre. Et il doit y avoir 75% d'ingénieurs. C'est une bonne population bien technique. Alors en novembre, vous avez lancé Comet, donc un nouveau projet de recherche et développement de R&D. Quel est le but de ce nouveau projet ? C'est quoi le but, c'est d'aller encore un pas plus loin dans la maison intelligente. Aujourd'hui, on a fait ce premier pas avec le Taoma. Le fait d'être basé sur le cloud, ça nous ouvre l'accès à des moyens de calcul qui sont quasiment sans limite. Et puis surtout, ça nous donne accès à un certain nombre de données qui peuvent venir de la maison elle-même ou depuis Internet. Et grâce à ça, avec un certain nombre de partenaires, que ce soit des laboratoires, c'est un projet collaboratif, hein, Comet, donc avec des laboratoires de recherche, avec d'autres entreprises qui sont comme nous des entreprises de la maison, d'autres industriels, on a la volonté de trouver les algorithmes de demain qui vont permettre pour des maisons, mais là aussi, dans ce cas-là, pour des locaux commerciaux ou typiquement des écoles ou des locaux publics, d'optimiser principalement la consommation énergétique, mais un certain nombre aussi le confort des gens qui sont à l'intérieur de ces habitations. Alors, quels sont vos objectifs d'ici fin 2015 ? 70% de croissance. Vous pensez que c'est atteignable ? On l'a atteint on a fait plus que ça les années précédentes, donc je pense que c'est atteignable, et puis le début de l'année est plutôt bon, donc a priori on devrait être dans les objectifs. Alors il y a quelques mois, vous avez rejoint le groupement industriel Thread, je ne sais pas si je le dis bien, Thread, qui réunit donc parmi les entreprises Samsung et Nest. Quel est le but derrière cette intégration, ce rapprochement ? Alors en fait, on est en permanence en train de chercher quelle pourrait être la technologie qui va encore nous permettre d'aller un cran plus loin dans la simplification et dans les usages de la maison. Thread, c'est effectivement un groupement d'entrepreneurs avec des gens, Nest, il y a Google derrière, c'est des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler, mais qui, comme nous, ont la volonté de développer des technologies pour les équipements connectés de la maison. Et donc, quand on a été au courant de cette initiative, on s'est dit que ça faisait partie de notre rôle de contribuer à l'émergence de ces nouvelles technologies, à s'assurer que, alors on est un peu petit là-dedans, mais on a une voix reconnue parce qu'on a un industriel reconnu de la maison et on est capable de porter des cas d'usage, d'expliquer quels sont nos besoins pour que ces technologies répondent à ces besoins et nous permettent de concevoir des offres encore plus performantes. L'idée, c'est de de partager des connaissances et de faire travailler vos ingénieurs ensemble. C'est effectivement de partager des connaissances, de faire travailler aussi nos specifiers, donc les gens qui spécifient les technologies qui devront être conçues. Vous n'êtes pas réticent à délivrer un peu vos formules à vous, chaque groupe, hein, mais vous n'êtes pas réticent à... Alors, on est évidemment... on ne va pas aller jusqu'à faire rentrer tout le monde dans la cuisine et donner les recettes, mais par contre, ce monde connecté nous force, et c'est une des transformations qui l'amène à être plus ouvert. Travailler ensemble. Et on pense qu'il y a plus de bénéfices à savoir partager un certain nombre de ces informations-là que de vouloir tout faire par soi-même. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur le marché de la domotique ? Il est estimé à combien, par exemple, en France ? Aujourd'hui, le marché, il démarre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il était embryonnaire. On précise, et là, là, on pense qu'il y a entre 3 à 4% des maisons qui sont connectées. Et on estime qu'à l'horizon 2020, ce taux-là va monter à 25%. Et là, je parle bien du parc. Parce que quand on parle des constructions neuves, on est déjà bien au-delà de ces chiffres-là. Et alors, j'imagine que votre but, c'est évidemment de vous positionner. Ça passe par quoi de se positionner sur ce marché ? Vous êtes déjà très bien positionné, mais de ne pas perdre votre place de leader. Ça passe par déjà avoir l'offre pertinente qui répond le mieux aux besoins et aux attentes des consommateurs. S'assurer qu'on le fait de manière fiable, qu'on le fait avec toute la qualité qui doit être faite. Donc là, je pense qu'on est au rendez-vous. Enfin, encore une fois, on a 95% de nos utilisateurs qui sont satisfaits. Et le chiffre qui est encore plus important pour nous, c'est de s'apercevoir que les gens qui ont des maisons Taoma, 70% d'entre eux ouvrent leur apps quotidiennement.
et je ne sais pas combien vous avez d'apps sur votre téléphone, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on ouvre quotidiennement. Donc on sait que c'est des solutions qui sont utiles. Maintenant, le chemin, il est loin d'être terminé, et tous les 6 à 9 mois, on enrichit notre offre. On amène des nouvelles fonctionnalités, certaines qui sont demandées par les utilisateurs, certaines qui viennent plutôt de nos équipes d'innovation. Et petit à petit, c'est créer cette offre de demain. Est-ce que vous avez peur c'est le mot à la mode, mais est-ce que vous avez peur de vous faire ubériser, et qu'est-ce que vous faites pour éviter de vous faire ubériser? Alors, on n'a pas peur de se faire ubériser parce que on a un contact avec nos end-users, et que justement la domotique connectée, c'est un moyen de créer ce lien, et donc de ce lien direct, et donc pas d'avoir quelqu'un qui vient prendre une position d'intermédiaire. On a aussi un rôle très fort vis-à-vis de tout notre réseau de distribution, nos réseaux d'installateurs, avec lesquels on a des liens très très forts. Bon, je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver, mais en tout cas, on leur apporte un service et une vraie valeur ajoutée, de manière à ce qu'eux-mêmes ils puissent apporter ça à leurs clients. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des nouveaux entrants. Peut-être pas des Uber, mais peut-être des Google, des Apple. Voilà, on sait qu'ils annoncent des choses. Qui sont vos concurrents? Direct ou indirect? Ils font partie, alors on peut les voir comme des concurrents. Moi j'aurais plutôt tendance, Google, Apple, ou bien Orange, ou bien... Les grands groupes. En fait, sur ce marché-là, qui est un marché émergent, il y a une quantité d'animaux très différents. Et notre conviction, c'est que si on les voit comme des concurrents, le marché n'émergera pas, en tout cas pas très vite. Et que c'est qu'en rassemblant, on a des savoir-faire qui sont différents. Ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Nous, on sait faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et c'est en assemblant nos forces qu'on arrivera à créer cette maison de demain. Parce que quels sont les objectifs de ces grands groupes? C'est vraiment de se positionner sur la domotique connectée, ou sur des petits aspects ou des petits segments du marché? Alors, je ne les connais pas forcément parce qu'ils ne les annoncent pas aussi clairement que ça. Mais je pense que pour des opérateurs téléphoniques, c'est probablement étendre les services qu'ils sont capables d'apporter aujourd'hui à des habitants. Pour des Google, c'est peut-être de rentrer notamment au travers de Nest, c'est rentrer à travers des objets, puisqu'ils sont sinon que virtuels. Donc chacun peut avoir des objectifs différents, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils soient incompatibles les uns avec les autres. Et est-ce que des entreprises font exactement la même chose que vous, se positionnent exactement de la même manière? On a des concurrents, on n'en a pas beaucoup, parce que en fait, il y a les concurrents traditionnels qui sont restés beaucoup sur des technos traditionnels. Et puis, on a quelques concurrents, notamment en France, parce qu'il y a quand même un vrai savoir-faire français, qui travaillent sur des technologies similaires. On va passer à la data rapidement. Alors, la data, bon, c'est le mot qui fait un peu trembler tout le monde, et ça concerne d'autant plus des entreprises comme la vôtre, puisque vous l'utilisez au quotidien, et pour utiliser vos produits, on en a besoin. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données? Alors pour l'instant, d'abord, le fait d'avoir ces données, pour nous, c'est un vrai contrat de confiance qu'on a avec l'habitant. Donc on fait tout ce qu'on peut déjà pour sécuriser ces données. Chaque année, on fait des tests de hacking blanc pour s'assurer que toutes les mesures qu'on a mises en place sont difficiles à contourner au moins. Donc réellement, on essaye de mettre en place des systèmes de sécurité aussi puissants que ceux qu'on peut avoir dans des réseaux bancaires. Ça passe par quoi? Ça passe par de l'anonymisation des données? Ça passe par des données qui soient cryptées, anonymisées, de séparer un certain nombre des données d'usage, des données justement qui contiennent toutes les données individuelles sur des serveurs différents, etc. Il y a un certain nombre de process et de mesures qu'on met en place pour rendre la vie la plus compliquée possible à ceux qui seraient intéressés par aller piocher ces données. Ensuite, l'autre contrat qu'on a, c'est que quand on prend des données à quelqu'un, ce n'est pas pour les utiliser commercialement, c'est pour lui rendre un meilleur service. Par exemple, si vous me dites où vous habitez, moi, ça va me permettre, à nos systèmes en tout cas, d'utiliser des informations météo locales pour vous alerter, vous dire que si vous n'avez pas fermé vos fenêtres, vous risquez de rentrer avec l'intérieur mouillé. Voilà. Donc c'est vraiment pour enrichir le service. Et dans ce sens-là, c'est un contrat où l'utilisateur, et d'ailleurs en bonne et due forme légalement, pour qu'on puisse utiliser ces données-là. C'est une préoccupation majeure de vos clients? Ils vous interpellent souvent sur ces questions-là? Certains de nos clients nous interpellent sur ce sujet-là, pas tous. On commence tous à être habitués à échanger des données. Donc il y a une maturité. D'ailleurs, par exemple, en Allemagne, c'est une préoccupation beaucoup plus forte qu'en France, on le constate.
On s'appuie d'ailleurs beaucoup sur des organismes allemands pour faire ce genre de tests. En tout cas, pour nous, c'est une priorité, quoi qu'il arrive. Comment vous l'expliquez que l'Allemagne soit en avance? Je ne sais pas s'ils sont en avance, ils sont plus sensibles. Plus sensibles. Je pense que c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Et puis voilà, je pense que c'est culturel. Leurs voitures sont aussi, en tout cas, ils ont un sens de la sécurité. Voilà, ils ont un sens de la sécurité. Emmanuel Joumard, merci beaucoup. Restez avec nous. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Jacques Lépine, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le président fondateur de la société Slow Control. Première question, qu'est-ce que c'est Slow Control? Vous faites quoi? Bonjour, Slow Control est une société qui travaille sur le comportement alimentaire, pour la prévention, pour le bien-être. Comme chacun le sait, nous mangeons de façon régulière, les adultes 3 fois par jour, les enfants plus souvent, les nouveau-nés souvent. Et un petit dérèglement du comportement peut engendrer des maladies ou des petites souffrances. On travaille à corriger ces comportements pour le bien-être. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce contrôle? Est-ce que vous-même, vous mangiez trop vite? Est-ce que Tout à fait, tout à fait. Le sujet a démarré de cette façon. Je mangeais trop vite. Mon épouse a insisté pour que je mange plus lentement. Et ma grande surprise, c'était qu'un jour, j'ai essayé de le faire. Je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Alors c'est devenu un défi. Je dis c'est pas possible. J'avais l'impression d'être comme un drogué qui n'arrivait pas à se contrôler. Et derrière, on s'aperçoit qu'il y a des choses très puissantes du point de vue scientifique, que les comportements sont ancrés, et cette modification des comportements est en fait très difficile à effectuer toute seule. Et puis je crois que ça met 30 jours de créer une nouvelle habitude, donc j'imagine qu'avec avec la Tennis Fork, ça ne doit pas mettre tant que temps ça en fait. Exactement, on se rend bien compte aujourd'hui, avec la remontée de notre savoir-faire, qu'on peut vraiment modifier un comportement, améliorer les choses. Et en 10 jours, on a déjà des résultats très significatifs. Donc vous avez la Tennis Fork, c'est ça, voilà. Et le biberon connecté qui s'appelle Baby Giggle. Alors exactement. Comment ça marche? Pour le biberon? Oui, par exemple. Le biberon, l'idée c'est de suivre la consommation des enfants et surtout d'aider donc les parents d'abord. Il y a un capteur dedans. Oui, donc on a une série de capteurs qui mesurent le poids, donc en fait le débit. Et vous allez donc pouvoir déterminer, en fait, notre spécificité, c'est de pouvoir déterminer en temps réel combien le bébé est en train de boire. Et en fait, on s'aperçoit que ça touche derrière un autre sujet, qui est que, en fait, l'inclinaison dans laquelle on doit tenir le biberon n'est pas la même en début de repas et en fin de repas. En fait, en début de repas, il faut plutôt tenir le biberon à l'horizontale. En fin de repas, plutôt... Donc finalement, ça guide les jeunes parents également à savoir comment donner le biberon Exactement. À leur enfant. Et la Tennis Fork, alors comment est-ce qu'elle fonctionne et quelles sont les spécificités? La Tennis Fork, c'est très très simple. Il y a un seul bouton et si vous mettez on, et ensuite si vous mangez trop vite, elle vibre. 10S, c'est pour 10 seconds. Voilà, 10 secondes. Donc en fait, entre chaque bouchée, on doit attendre 10 secondes, normalement, pour manger correctement. Tout à fait. Est-ce que les gens le font La plupart des gens, j'imagine, mangent beaucoup plus vite que ça? Très souvent, les gens sont très surpris par la vitesse à laquelle ils mangent. Et on arrive à corriger ça très facilement pour arriver à un comportement pour des gens entraînés, on va dire, plutôt autour de 15 secondes. Est-ce que ça sous-pèse également la nourriture qu'il y a sous la... Non. C'est quelque chose que vous pensez à songer à développer un jour ou pas forcément? Ça serait peut-être compliqué, hein, je dis ça, mais... Sur une fourchette, ça serait difficile. Je sais qu'il y a une tentative, là on est sur une vision très 20e siècle, pardon, qui est l'équilibre calorique, qui est et ça, pour tout vous dire, j'y crois finalement aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu faire de moins en moins. Pour quelle raison? En fait, d'abord c'est très compliqué de compter exactement les entrées, puisque en fait la vision aujourd'hui c'est dire que l'être humain est comme une voiture, vous remplissez d'essence et vous consommez l'essence. Donc il faut équilibrer les entrées de calories et les sorties de calories. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est très difficile de mesurer les sorties de calories. Aujourd'hui on est dans un studio, il y a des spots. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, donc ma dépense calorique va être différente. Oui. Donc la dépense calorique est très difficile. Par exemple, on s'aperçoit que pour l'obésité, une partie de l'obésité provient aujourd'hui du chauffage domestique, puisque les gens dépensent moins d'énergie en fait par ce qu'on appelle la thermogénèse. Donc l'équilibre calorique, c'est une vision, belle vision, mais une vision très difficile à atteindre.
Donc essayer de mesurer les entrées et voilà. Ouais, ce serait trop compliqué. À qui s'adressent vos produits, du coup? Aux gens qui mangent trop vite? Pour ce qui est du biberon, donc c'est aux parents, aux jeunes parents, aux parents. Pour ce qui est de la fourchette, je pense qu'aujourd'hui, aux gens qui mangent trop vite, qui peuvent souffrir de maladies chroniques comme le diabète. On s'aperçoit aussi que sur l'hypertension, les études démontrent un effet du manger vite sur l'hypertension. Et ça marche, vous avez des retours positifs, ça les aide vraiment dans leur traitement? Écoutez, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les études sont convergentes pour démontrer que le fait de manger vite agit sur le métabolisme et agit sur la physiologie. Il faut 20 minutes, hein, c'est ça, pour avoir un sentiment de satiété, donc voilà. Il faut effectivement manger doucement. Alors en fait, voilà, quand j'ai débuté ce projet, j'étais sur cette histoire des 20 minutes. Ce qui est vrai, c'est que si on mange vite pendant 20 minutes, on va manger plus que si on mange lentement. Oui, mais la grande surprise, ça a été de découvrir qu'en fait, si on mangeait vite, surtout, on accélérait la réponse du métabolisme. C'est-à-dire derrière votre bouche, vous avez des organes. Vous avez notamment un organe qui s'appelle le pancréas, vous avez un organe qui s'appelle le foie. Et tous ces organes doivent métaboliser les nutriments, les nourritures. Et si vous voulez, ce qui est mauvais pour le corps, ce qu'on comprend aujourd'hui d'être mauvais pour le corps, c'est que des aliments ingérés trop rapidement, les organes doivent travailler plus brutalement. Et en fait, ils travaillent moins bien, ils sont plus sollicités, et donc ils peuvent fatiguer. Alors, quel est votre modèle économique ? Pour l'instant, donc on est une jeune start-up. On travaille avec des grossistes dans nos secteurs de distribution et on essaye surtout de comprendre nos marchés et d'être très prudent dans nos dépenses. Et donc on est en train d'apprendre avec les marchés, en train de travailler avec des grossistes et en train de se concentrer sur notre savoir-faire qui est la technologie et la compréhension du marché. À quel prix et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Le biberon sortira à la fin de l'année. Et la fourchette, on peut la trouver... dès à présent on peut la trouver dès à présent sur notre site internet, sur certains distributeurs. On a démarré avec une distribution plutôt électronique, mais on s'aperçoit que les consommateurs glissent vers d'autres modes de distribution. Et à quel prix est-ce qu'elle est ? Écoutez, elle a démarré à 99 € et aujourd'hui, elle est plutôt vers les 80. Alors, est-ce que vous avez des concurrents directs ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font, pour la fourchette par exemple, est-ce qu'il y a une fourchette connectée, une autre fourchette connectée ? Nous avons des Suédois qui travaillent sur une assiette qui aide à mesurer le rythme alimentaire. Et eux, ils sont sur un modèle économique de clinique, suivi des patients dans des cliniques. Ils n'ont pas encore, je crois, sorti le produit dans le grand public. Et les projets à venir, par exemple, d'ici 2015, vos objectifs d'ici fin 2015 ? Donc je pense qu'au prochain CES, on annoncera un complément de gamme entre le biberon et la fourchette. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Joumard, merci Jacques Lépine, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous accueillerons Serge Simon, directeur général du groupe Innovate. Il viendra nous parler du Connect Day, événement qui aura lieu à la Cité du Cinéma le 18 juin. Merci à tous de nous avoir suivis.